Chapitre 28. Comment ont-ils fait pour vous retrouver ? L'interrogea Marius. Je ne sais pas, répondit-elle sans cesser de courir. Talonnés qu'ils étaient par le groupe de Templiers et quelques inquisiteurs amenés en renfort, ils s'étaient engouffrés dans le jardin bordant la Seine, le long de la cathédrale. Le nombre de leurs poursuivants ne leur avait pas laissé le choix. Jorg avait vraiment envie de la récupérer. C'était flatteur en un sens, mais Myrdat soupçonnait que ce n'était pas la seule raison, même si elle aurait souhaité le croire. Non, Myrdat était persuadée qu'il y avait autre chose. Et après la scène de la maison, où elle avait vu Jorg fouiller la cachette de son père, elle désirait savoir de quoi il s'agissait. Il voulait récupérer les preuves et les documents détenus par son père, ce qui ne répondait pas à la question de Marius. Une question pourtant cruciale. Comment les avait-il retrouvés ? Derrière eux, à quelques mètres, elle entendait le piétinement des Templiers lancés à leur trousse. Jorg avait-il placé sur elle ou dans son équipement un appareil permettant de la repérer où qu'elle aille ? C'était une possibilité. Mais quand avait-il fait cela ? Il ne l'avait pas touchée depuis qu'il s'était vu à l'opéra. Jorg n'était pas du genre à faire des effusions. Elle n'avait pas enlevé son armatura depuis son départ pour rejoindre Marius. Helena ignorait sa destination et elle ne... L'évidence s'imposa à elle, alors même qu'ils arrivaient au bout de l'île. Le message. Elle n'avait pas pris soin d'effacer le message de Marius sur son fluoroscope. Elle avait tellement l'habitude de ne rien cacher, ne rien dissimuler à ses sœurs et frères, à Jorg, à se confesser de tous ses péchés, réels ou imaginaires, qu'elle n'y avait pas songé. Helena ou Jorg ou les deux n'avaient eu qu'à les consulter pour savoir quelle était sa destination et la rejoindre. « C'est ma messagerie, répondit-elle penaude. « Votre messagerie ?» s'étouffa Marius. « Vous n'avez pas effacé mon message ? » Nous, inquisiteurs, ne faisons pas de secret, rétorqua-t-elle aussitôt sur la défensive. Eh bien, il faudra peut-être commencer, votre sainteté, railla-t-il, non sans ajouter. Si nous survivons à cette nuit. Il venait juste de prononcer ces mots qu'une décharge crépitante passait à côté d'eux et venait frapper un arbre du jardin, noircissant le tronc et le faisant éclater dans un balai d'éclairs. Ils tiraient sur eux. À peine cette première salve avait-elle sifflé que s'élevait la voix formidable de Jorg. « Arrêtez, imbécile, je les veux vivants, tous les deux. Utilisez le statogel. » Le statogel ? Myrdat eut juste le temps de se demander de quoi il parlait qu'un étrange bruit, comme celui d'un bouchon de bouteille, mais en beaucoup plus fort, retentissait derrière eux. Quelque chose de sphérique passa juste à côté d'elle en se déployant avant de frapper le socle d'une statue et de s'y écraser. Une sorte de grosse masse gélatineuse et épaisse qui changea aussitôt d'aspect et parut se durcir, se cristalliser. Elle avait déjà entendu parler de cette substance, mais n'en avait encore jamais vu. Marius, lui, visiblement, la connaissait. « Allez, commença-t-il, ils ont vraiment envie de vous récupérer. » Derrière eux, il y eut une série de plop en rafale. « Courez en zigzag !» ordonna-t-il. « Si un de ces trucs vous touche, en effet !» Elle n'avait pas attendu son conseil et effectuait déjà des crochets, alors que les boules gélatineuses volaient autour d'eux pour s'écraser sur les statues, les troncs des arbres ou au sol. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une ou l'autre ne fasse mouche. Ils furent bientôt à la sortie de la promenade pour arriver sur une grande artère. « On tourne à droite, au pont de l'Évêché, et de là, on revient au quai des Orfèvres. » Qu'espérait-il ? Se mettre à l'abri au central de la Crispole, en espérant que Jorg et ses Templiers ne viennent pas frapper à la porte ? Ce n'était pas une mauvaise idée en soi. L'Inquisition ne pouvait pas s'en prendre ouvertement à la Crispole. Ça aurait été une déclaration de guerre entre l'Église et les oligarques, qui aurait pu déstabiliser toutes les cristallopoles et avoir des répercussions profondes, non seulement à Néo-Lutetia, mais partout dans le monde. Même Jorg ne pouvait se permettre ça. Mais le message de son père n'incriminait pas seulement l'Église, mais la société tout entière. Les oligarques avaient-ils intérêt à ce qu'il soit divulgué ? Rien n'était moins sûr. Elle jeta un regard en arrière pour constater que les Templiers, alourdis par leur armure, même s'ils bénéficiaient d'amplificateurs de force, ne gagnaient pas de terrain. Mais leur rang comptait aussi 1 ou 2 inquisiteurs et, derrière eux, les dominant tous de sa taille et de sa stature, elle devinait l'imposante silhouette de Jorg. « À droite !» La voix de Marius la prit par surprise alors qu'il débouchait du couvert des arbres sur le quai de l'Évêché.
Le pont s'étirait à leur droite, enjambant la Seine pour rejoindre la rive gauche, et plus loin, le quartier latin et Saint-Michel. 2 boules gélatineuses filèrent à côté de Myrdate alors qu'elle obliquait. Une la rata de rien. Elle accéléra encore pour rester à hauteur de Marius qui, même sans prothèse licanomatique, ne s'en laissait pas remontrer. Quelque part, au fond de son esprit en pleine ébullition, elle nota que la lumière s'était subtilement modifiée. L'aube se levait sur Néo-Lutetia, faux soleil montant graduellement sur le verre du dôme entre les entretoises d'acier. Bien sûr, il ne s'agissait que d'une illusion, un simulacre. Les anciens ne cessaient de rabâcher que cela n'était que le pâle reflet d'un vrai lever de soleil. Mais elles n'en avaient cure. N'ayant jamais connu autre chose, elles savouraient ce moment où la lumière dorée caressait les toits de Néo-Lutetia. Depuis le chapitre, la vue sur la cité était saisissante. Mais ici, au pied de Notre-Dame, elle était féerique. Certains, savait-elle, venaient de loin, depuis des cristallopoles à l'autre bout du monde, pour y assister. Preuve en était que s'approchait une péniche bondée de touristes venus admirer les premiers feux du jour. Une sortie romantique et matinale. Enfin, pas pour tout le monde. Surtout quand, dans un vrombissement sourd de bourdons mécaniques, un gyrocoptère s'abattit au milieu du pont devant eux, vomissant aussitôt un contingent de Templiers qui se déploya et un inquisiteur. Les yeux de Myrdate s'écarquillèrent. Non, une inquisitrice, et pas n'importe laquelle. Héléna. Héléna qui la fixait, transfigurée avec, dans les yeux, les feux d'une sainte colère. Les spadassins de l'église abaissèrent leurs armes dans leur direction, autour d'une Héléna triomphante. Myrdate se retourna, lança un regard en arrière, pour constater que Yorg et ses troupes avaient atteint le pont. Aucune retraite possible, ils étaient faits. Non, ça ne pouvait pas se finir comme ça. Pas après ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient découvert et ce qui restait à découvrir. Elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Elle... Venez ! Elle sentit la main de Marius saisir son bras et l'attirer. « Mais où voulez-vous » commença-t-elle avant de réaliser que Marius courait droit vers le parapet. « Vous êtes malade, nous allons... »« Sautez » ordonna-t-il alors qu'il parvenait au bord du pont. Joignant le geste à la parole, il bondit en une détente prodigieuse dans le vide. Myrdate, consciente de la stupidité de cette action, car le poids de ses prothèses licanomatiques la ferait couler à pic, fut bien obligée de le suivre. Elle ne finirait pas dans les geôles de l'Inquisition, mais noyée au fond de la Seine. Piètre consolation, songea-t-elle en sautant malgré tout à son tour, avec la satisfaction de voir l'incrédulité se peindre sur le visage d'Héléna, alors qu'elle s'envolait au-dessus du parapet et tombait droit sur le pont de la péniche qui passait à cet instant sous l'arche principale. Elle eut juste le temps de réagir et de plier les jambes pour se recevoir au milieu des touristes assis sur les bancs qui en poussèrent des cris d'étonnement et d'ébahissement, d'autant plus quand quelques tirs de statogel touchèrent 1 ou 2 personnes qui se retrouvèrent aussitôt très efficacement collées à leur siège. Devant elle, Marius, qui ne paraissait pas avoir du tout souffert de la chute et s'était impeccablement réceptionné, écartant les bras, clama « Mesdames et messieurs, service des animations de Néo-Lutetia, nous sommes là pour vous divertir, profitez du spectacle !» Il avait à peine prononcé ces mots qu'un choc sourd secouait la péniche. Un des Templiers venait de sauter sur l'embarcation et se redressait déjà pour les mettre en joue. Marius ne lui laissa pas le temps d'appuyer sur la détente. Se ruant sur lui à une vitesse surprenante, il le saisit à bras-le-corps, le souleva et, d'un seul geste, le projeta par-dessus bord. Le Templier toucha les eaux de la Seine dans une gerbe d'éclaboussures et sombra aussitôt. Mais les 3 autres avaient déjà pris sa place. Myrdate allait prêter main forte à son compagnon quand une 4e silhouette, celle-là tout en souplesse, se laissa tomber sur le pont et se redressa lentement pour lui faire face. Héléna. Elle avait revêtu son armatura d'inquisitrice, ses cheveux étaient attachés et serrés dans une résille et conféraient à ses traits une certaine dureté, encore accentuée par ses grands yeux bleus à cet instant sombres et profonds comme les abîmes. Héléna, qui, ignorant Marius et les Templiers, se dirigea droit vers elle. Marius, déchaîné, venait, sous les yeux horrifiés ou fascinés des passagers de la péniche, d'expédier un second soldat saint par-dessus bord. Myrdate n'avait pas le temps de s'occuper de lui, toute son attention retenue par celle qui lui faisait face, et s'approchait d'elle
ramassés en position de combat. « Elena, commença-t-elle, je ne veux rien entendre, hérétique. Mais tu ne comprends pas, ils ont menti, Jorg m'a menti, il... » Elle ne savait pas par où commencer, tant elle était bouleversée par ce qu'elle devinait dans le regard de son ami. Cette colère, cette défiance, cette haine. Elena, qui dans un glissement métallique, fit jaillir les griffes dissimulées dans ses doigts et s'avançant encore. « Elena, arrête, tu... » Ce fut un cri qui lui répondit alors qu'Elena se jetait sur elle à une vitesse prodigieuse pour tenter de la frapper de ses lames que Myrdat n'esquiva que par pur réflexe. Leurs bras armes s'entrechoquèrent. Elena se reçut sur le pont au sortir de son bond et se retourna aussitôt pour se remettre en garde et siffler. « Tu insultes notre église, notre guide, toi, sa petite préférée, sa pupille. Toi, l'enfant gâté, Myrdat, la star, la représentante de l'Inquisition. Tu te vautres dans le stupre et la fornication. Tu te rabaisses à l'animalité avec... » Myrdat, pétrifiée, atterrée par cette colère, cette jalousie, cette haine qu'elle devinait en celle qu'elle croyait son amie, ne sut comment réagir. Elena en profita pour s'élancer à nouveau, ses griffes d'acier tendues, avant de s'immobiliser, alors qu'un globe de substance gélatineuse enveloppait ses jambes, se solidifiait et la collait au pont. Elle poussa un terrible cri, le visage déformé par la rage, alors que Myrdat se retournait, autant pour fuir cette vision que pour découvrir Marius, qui rejetait la hallebarde qu'il venait d'utiliser pour tirer sur l'inquisitrice. « Je n'aime pas qu'on m'accuse de choses que je n'ai pas faites. » Il avait à peine prononcé ces mots que 4 nouveaux templiers se laissaient choir sur l'arrière de la péniche, aussitôt suivis par la puissante silhouette de Jorg, dont la prise de contact avec le pont secoua tout le bateau et arracha des cris de terreur à nombre de touristes pétrifiés. Marius grimaça. Là, évidemment, ça change tout. Sans transition ni une hésitation, il saisit Myrdat, la souleva dans ses bras et sauta par-dessus bord. Elle eut tout juste le temps d'ouvrir la bouche et d'entendre Jorg et Elena hurler son nom que les flots de la Seine se refirent passionnés.